On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour chers amis et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la Nuit du Bien Commun. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire derrière le pitch de Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Thomas. Comment vas-tu ? Super bien. Ravi de te voir ce matin à la sortie de ton train de Nantes. Écoute, ravi de te retrouver aussi. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. On s'est déjà croisés il y a des années dans un monde pro. On était tous les deux dans d'autres aventures. Peut-être ça ressortira, mais est-ce que déjà tu peux nous dire pourquoi tu es là ? Je suis là en tant que directrice de Tombée du Nid, mais je suis là aussi peut-être pour raconter mon parcours et peut-être donner des idées à certains parce que tout est possible et quand on a un rêve, eh bien il faut y croire et peut-être il se réalisera dans de nombreuses années. Mais aujourd'hui, moi, mon rêve, il s'est réalisé. Donc voilà, j'ai envie un petit peu de partager ça. Ça c'est du bon teasing, ça. J'espère qu'on va être à la hauteur de cet épisode. Est-ce que tu peux nous raconter Tombée du Nid en 2 minutes pour ceux qui connaissent pas du tout ? Alors, Tombée du Nid, c'est une association qui a 9 ans déjà. On va fêter les 10 ans en 2025. Donc, voilà, c'est une association qui a déjà quelques années. Je pensais pas que c'était aussi vieux, tu vois. Ben si, parce qu'en fait, c'est parti d'une histoire familiale, une merveilleuse histoire, celle de Clotilde et Nicolas Noël, qui ont adopté 3 enfants porteurs d'handicap, après en avoir eu déjà 6. Ils ont 9 enfants. Ça fait une sacrée tribu. Ça fait une sacrée tribu. Et c'est vraiment la maison du bonheur, je peux vous le dire. C'est un merveilleux couple. Ils ont adopté donc Marie qui est porteuse de trisomie 21. Et Clotilde a raconté l'histoire de leur parcours d'adoption jusqu'à l'arrivée de Marie. Et cette histoire, dans ce livre qui s'appelle Tombée du Nid, ce livre qui a eu énormément de succès, parce qu'il a non seulement mis en lumière l'existence de ces enfants, pupilles de l'État et porteurs de handicap, mais il a aussi touché par le fait que Clotilde parle du handicap avec une certaine joie. Mais je n'ai pas envie de dire même certaine, avec joie. Alors évidemment, c'est pas de l'angélisme, hein. Clotilde et Nicolas élèvent des enfants porteurs de handicap et vivent toutes les difficultés du quotidien de ses parents. Mais c'est vrai que ce qui surprend dans ce livre et dans ceux qui suivent, où il raconte après l'arrivée de Marie, puis l'arrivée de Marie-Garance, Clotilde, au travers de tous ces livres, effectivement, montre que ces enfants peuvent vraiment apporter de la joie à leurs parents. Alors c'est par tous ces petits quotidiens, ces petits progrès qu'ils font, ces sourires, cette attention. En fait, c'est incroyable. Je ne l'ai pas vécu moi-même. Donc ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on reviendra. Je n'ai pas eu d'enfants porteurs de handicap. Mais en revanche, au contact des Noëls, en étant chez eux, dans leur maison, j'ai pris conscience qu'effectivement, il y a quelque chose une joie qu'on n'a peut-être pas, nous, dans nos foyers, où on a des enfants qui sont bien portants, quoique chaque enfant, de toute manière, c'est différent aussi. Mais il y a une vraie joie et je dis toujours, chez les Noëls, c'est vraiment la maison du bonheur. Donc voilà, et c'est aussi ça qui m'a touchée et qui m'a fait rentrer dans cette aventure. Excellent. Ça veut dire que est-ce que la difficulté, si on arrive à la traverser, j'ai le mot de transcender, mais il est presque déjà hyper fort. Au bout, il y a une joie un peu comme dans l'adversité. Quand tu réussis un truc compliqué, il y a, je trouve, plus de satisfaction que quand tu réussis un truc simple. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, il y avait une maman un jour qui partageait dans un colloque le fait que il y a des gens qui cherchent du sens à leur vie durant toute leur vie. Et elle, le jour de la naissance de son fils, elle l'avait trouvé son sens. Et effectivement, faire grandir cet enfant différent, ça a donné un challenge, ça lui a donné de la joie, ça lui a procuré effectivement. Elle s'est sentie utile, en tout cas, dans son parcours. Mais cet enfant, c'était assez touchant de l'écouter dans la façon qu'elle avait de relire sa vie et toutes les difficultés, mais avec aussi toujours ce prisme de, on en est là aujourd'hui. Et donc, quelle satisfaction.
Et voilà. Mais j'ai pas fini. Tomber du nid, c'est cette histoire familiale. Mais évidemment, de cette histoire familiale, il fallait faire quelque chose. Comme je vous disais, il n'y a pas d'angélisme chez les Noël. Et Clotilde s'est bien rendue compte à travers toutes les personnes qui venaient jusqu'à elle, qui lui posaient des questions, qui se sont pas forcément retrouvées dans leur histoire, puisque tous les parents qui ont des enfants, la plupart, ils ne l'ont pas choisi. Ce sont des enfants qui sont arrivés dans leur foyer, qui se sont invités dans leur foyer, mais ils n'ont pas choisi le handicap. Mais ils se sont tournés vers elle aussi pour savoir comment elle arrivait à gérer. Et puis, elle avait tous ces témoignages de parents qui disaient qu'ils se sentaient seuls, isolés, qui devaient trouver la bonne institution, le bon parcours parcours de soins ou le bon appareillage, ou voilà, plein de conseils qui aujourd'hui, ne savaient pas vers qui se tourner. Et donc, c'est vrai qu'ils se tournaient vers Clotilde, qui n'avait pas les réponses à tout, qui en avait certaines. Il y a eu aussi, bien sûr, l'adoption, parce qu'il y a, je pense que les Noëls c'est sûr, ont inspiré un certain nombre de couples. Et il y a de nombreux couples qui ont adopté suite à cette histoire, en se disant pourquoi pas nous, finalement. Alors évidemment, tout le monde n'a pas fait ça, mais ça met en miroir, je trouve, le fait que, alors eux, ils ont fait un choix, donc tu as une volonté, donc forcément tu as aussi une préparation mentale de ton quotidien, de ce qui va arriver avec le fait que tu aies un enfant qui soit porteur de handicap, parce que c'est une vie plus compliquée que quand tu as un enfant qui n'est pas porteur. Et en même temps, tu as aussi plus de... L'adoption, c'est déjà un chemin en tant que tel, quand bien même l'enfant va bien, quoi. Mais bien sûr. Donc, tu as le double combo, ils sont préparés à ça. Donc, je trouve très beau qu'ils en aient sorti une joie, mais tu peux presque te dire, ils en avaient envie, ils avaient l'énergie pour, donc c'est normal qu'ils soient joyeux. Moi, qui l'ai pas choisi, mais qui a accueilli la vie de cet enfant qui porte ce handicap, c'est rude. Il faut que j'aille chercher plus au fond de moi la joie. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on mesure pas toujours le troisième volet de dire ça a été modélisant pour des couples, des parents qui ont eu envie d'adopter et qui se sont dit, en fait, on va aller adopter un enfant qui est porteur de handicap. Ouais. Ah ouais. C'est hyper fort, ça. Ouais, c'est hyper fort. Je suis d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que on a eu parfois ces réflexions, de dire eux l'ont choisi, nous on l'a pas choisi. C'est vrai. Ça, et à la rigueur, pourquoi pas. Et de pas l'avoir, de l'avoir choisi, c'est aussi incroyable. Parce que en ayant adopté 3, c'est juste incroyable. Et c'est pas parce que tu l'as choisi que ton quotidien il est plus facile. Pas du tout. Peut-être que tu l'as accepté plus facilement. C'est le point de départ qui change. Mais après, la vie, c'est la même. Ça sera élever ses enfants, c'est la même chose. Et en élever 3, quand on en a 6 avant. Est-ce que c'est pas de la folie? Pour moi, ça reste extraordinaire. Ouais. Ça reste extraordinaire. C'est clair. Oui, je sais pas dire si c'est de la folie ou pas. Moi, je l'ai pas fait. Et je pense que j'en serais incapable. J'en ai 3. J'ai 3 enfants qui sont étudiants. T'as un tiers de... J'ai un tiers de la famille Noël. Et voilà, et déjà, j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup. Et ils vont bien, et voilà. Non, mais c'est vraiment juste incroyable. Et donc, c'est vrai que Clotilde, à partir de de tous ces échanges, de tout ce qu'elle a reçu, de tous les appels qu'elle a eus, elle s'est dit, il faut qu'on mette les gens en lien. Il faut que ces familles, elles se parlent entre elles. Évidemment, les familles qui ont des enfants porteurs de handicap, elles n'habitent pas forcément à 2 numéros de rue. Donc, il faut créer du lien entre ces familles. Et on va même aller plus loin. Il faut que des gens qui ne sont pas concernés par le handicap prennent conscience de la vie de ce qu'on appelle les aidants familiaux. C'est vrai que ce mot, il est fait très galvaudé, il fait très un peu business. C'est un peu ce que le gouvernement dit. Il faut s'occuper des aidants, les entreprises disent les aidants, etc. Oui, mais c'est ça en fait. Ça reste des aidants. Et ces parents, il faut pouvoir les aider dans leur quotidien, les sortir de leur solitude, et puis leur offrir ce qu'ils n'ont jamais, c'est-à-dire un peu de répit. Donc cela, c'est plutôt des personnes qui sont pas forcément concernées, voire des jeunes, voire je vous en parlerai après, mais en fait des bénévoles, ils ont pour nous entre 20 et 80 ans, ils ont tout le profil, et il y a des gens qui ont envie de donner un peu ou beaucoup de leur temps pour soulager ces familles. Et c'est ça, tomber du nid. C'est un énorme réseau qui est en train de se constituer, où il y a des gens qui connaissent le handicap, qui l'ont vécu, comme des parents qui disent « moi, je veux pas que d'autres vivent ce que moi j'ai vécu ». Donc ceux-là, ils ont été parents d'enfants porteurs de handicap qui sont grands aujourd'hui et qui ont vécu des choses difficiles et qui se disent « moi, je vais me mettre au service de ces familles », ou des gens qui ne connaissent pas le handicap et qui là disent simplement « moi, je vais apporter ma pierre à l'édifice ».
et donc qui viennent soulager des familles qui sont de plus en plus nombreuses, qui nous rejoignent. Elles sont 500. On est passé fin septembre à 500 familles qui nous ont rejoints au sein de Tombée de nuit. 500 familles qu'on peut soulager. Ah oui, c'est pas mal. Ça et on en représente veut combien d'enfants? Alors, ça, je pourrais pas vous dire. Ouais, mais il y a quand même des familles où il y en a 2, voire 3 parfois. Donc voilà. Donc c'est beaucoup plus que 500. Ouais. Après, te dire combien de familles ont une fratrie avec plusieurs enfants porteurs de handicap, je ne sais pas exactement. Mais je sais qu'on a beaucoup de familles qui sont concernées par plusieurs enfants qui sont porteurs de handicap. Voilà. Je pense à une famille avec 2 enfants sourds. Je pense à des familles aussi qui ont des enfants qui ont des troubles du spectre autistique. Alors, c'est pas forcément exactement le même handicap, mais peu importe le sujet. Oui, et au contraire, c'est même plus difficile, parce que ça va pas être le même parcours pour chaque enfant. Oui, quand tu es dans une fratrie, quand tu as 2 enfants qui sont porteurs d'un handicap, mais qui ne va peut-être rien avoir l'un avec l'autre, qui sont d'ailleurs peut-être pour certains de naissance, d'autres qui sont arrivés plus tard. Les cas de figure sont là. Dans l'expérience que tu as là à travers Tombée du nid, tu vois un regard sur les types de handicap où c'est plus facile aujourd'hui dans la société de trouver des solutions et des lieux où il y a clairement des angles morts. Alors, je suis pas la meilleure experte là-dedans, parce que moi aujourd'hui, en tant que directrice, je suis là plus pour organiser et j'ai rencontré beaucoup de familles, mais c'est vrai que je rencontre moins, bien sûr, dans mes fonctions aujourd'hui. Mais en tout cas, peut-être que les enfants porteurs de trisomie 21, grâce à l'Institut Jérôme Lejeune, par exemple, sont bien plus pris en charge. On connaît mieux ce handicap. Oui, j'ai le sentiment qu'il y a des choses comme Café Joyeux, les colloques fratrie, il y a une plus grosse visibilité aussi de ce type-là de handicap. De handicap, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a plus beaucoup d'enfants porteurs de trisomie 21, mais ils sont quand même très aidés par notamment l'Institut Jérôme Lejeune, avec des médecins qui connaissent très bien ce handicap-là. Mais après, il y a des handicaps qui sont très difficiles à gérer. Je pense que notamment tous les enfants avec qui ont un spectre autistique, là, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Il y a un nombre de spectres énorme. Et donc, vous avez des enfants comme ça, avec ceux qui ont ce spectre autistique, qui vont faire quand même des études. Même parfois, on va le diagnostiquer extrêmement tard. J'ai une amie dont son fils, on a diagnostiqué l'autisme à 23 ans. Il y en a qui le découvrent à 40 ans. Ça veut dire que quelque part, il y a eu quand même un parcours. Parce que moi, cette amie, je la connais depuis que son enfant est tout jeune. Tout le parcours a été compliqué. On n'a jamais mis un mot dessus, mais n'empêche que tout le parcours a été compliqué parce qu'il fallait trouver la bonne voie, et tout en essayant de rester dans le système classique, puisque l'autisme n'avait pas été vraiment diagnostiqué. Et c'est que maintenant, où il y a effectivement, ça y est, le diagnostic est là, réfléchir un petit peu différemment, et on essaie de se dire, voilà, on va se faire accompagner et se faire accompagner, c'est des psychologues, c'est donc des médecins, Mais non, je pense que en fait c'est très dur. Moi, j'entends tout le temps. On a l'impression d'être seul parce que d'abord chaque handicap est différent, et seul parce que les structures, toutes les structures ne sont pas adaptées. Et de plus en plus, on veut faire de l'école inclusive en mettant les enfants avec les autres enfants. Donc souvent ils sont pas à leur place. On perd du temps. Et finalement, on devrait faire beaucoup plus de recherches pour ouvrir des établissements qui sont adaptés à leur développement, et ce que l'on ne fait pas forcément. Hier, j'ai échangé avec une maman qui a vécu à Hong Kong avec sa fille de 11 ans, qui est effectivement aussi atteinte de troubles autistiques. Et cette maman me racontait qu'à Hong Kong, elle avait pu trouver plein d'outils numériques pour faire développer plein de petites compétences chez sa fille. Chose que nous, on n'a pas du tout en France. Elle avait trouvé ça pendant le confinement, parce qu'évidemment, avant, sa fille était dans une structure, elle n'avait pas le temps. Puis là, il y avait que ça à faire. Elle est allée chercher. Elle a trouvé plein de trucs. Quand elle est revenue, à Hong Kong, le confinement a duré longtemps, plusieurs mois. Quand elle est revenue dans sa structure, ils l'ont pas reconnue, sa fille. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille s'était ouverte. Sa fille savait tout à coup faire des choses qu'elle ne savait pas faire avant. Et voilà, donc, incroyable, parce que cette maman vient d'arriver en France,
Et on s'est dit qu'on allait peut-être faire des choses ensemble, qu'elle allait nous faire découvrir des choses. Et peut-être que ça permettra à des enfants atteints d'autisme de pouvoir avoir des nouvelles voies et aux parents de pouvoir les aider là-dessus. Ah, c'est fort ça. Et donc ça, c'est la puissance du réseau Tombé d'Uni. Comment les familles, elles découvrent Tombé d'Uni? Alors, il y a pas mal de façons de le trouver. Soit c'est effectivement les réseaux sociaux, mais pas tant que ça. Parce que les familles, elles n'ont pas de temps. Elles ne sont pas sur les réseaux. Pas beaucoup. Bien sûr qu'il y en a. Mais alors, la plupart du temps, ça va être quelqu'un qui est sur les réseaux et qui connaît quelqu'un. Qui fait le relais. Voilà. Donc, on va dire bouche à oreille. Énormément de bouche à oreille. Après, c'est un médecin qui a des flyers Tombé d'Uni parce que on a soit un ambassadeur, soit la responsable région qui va venir, qui aura déposé des flyers, qui aura présenté l'association. Ça, quand un professionnel de santé conseille une association, que ce soit Tombé d'Uni ou une autre, c'est sûr qu'il y a une confiance beaucoup plus forte qui s'installe. Et voilà. Après, c'est les familles elles-mêmes. Et c'est vrai que plus on reçoit de familles, plus elles connaissent des familles qui sont elles-mêmes concernées et elles viennent à nous. Après, c'est le bouche à oreille, c'est les fondations. Alors, il y a aussi autre chose qu'on est en train de développer et notamment là, on vient de faire un partenariat avec le Crédit Mutuel où eux communiquent auprès de leurs collaborateurs qui sont des parents aidants. Donc là, ça fait des nouvelles familles qui nous rejoignent. D'autre part, ils vont aussi communiquer sur solidarité, c'est-à-dire en essayant de promouvoir le bénévolat auprès de leurs collaborateurs en disant « engagez-vous en tant que bénévole pour aider ces familles et ces aidants ». Et puis, évidemment, ils nous soutiennent aussi financièrement parce que tout ça, c'est complètement gratuit. Donc, évidemment, il y a un petit peu de... Est-ce que j'allais dire le modèle économique derrière Tombé d'Uni, c'est quoi aujourd'hui? C'est beaucoup ça. C'est beaucoup de partenariats avec des entreprises. On est en train d'en faire de plus en plus. Crédit Mutuel est un des premiers qu'on a fait, mais on en a beaucoup d'autres là en cours. Ça, c'est parce qu'évidemment, il y a aussi bien la partie financière et le soutien que les collaborateurs aidants et les bénévoles. Donc, pour nous, c'est formidable. Mais pour eux aussi, finalement, tout le monde est gagnant-gagnant. Après, on a aussi pas mal de subventions. Que ce soit les maisons départementales des personnes handicapées qui reçoivent donc tous les dossiers de toutes les familles qui sont concernées par le handicap. Ces maisons départementales, quand on se présente à elles, moi au départ, je me suis dit, elles vont nous voir comme une espèce de concurrence parce qu'on dit qu'on accompagne sur la rédaction des dossiers administratifs. En fait, pas du tout. Ils nous voient extrêmement positivement parce qu'en fait, le fait d'aider les familles à faire leur dossier, ça permet de permettre aux familles d'atteindre leurs droits, d'avoir des dossiers qui sont mieux ficelés et pas des dossiers qui sont reçus, qui sont pas bons, renvoyés, comme ça prend 6 mois à les étudier. Il y a une perte de temps incroyable. Donc, les MDPH nous voient positivement, mais résultat, donc les départements aussi nous soutiennent. Le département du 92, par exemple, nous soutient. Nous avons aussi des régions qui nous soutiennent, comme la région Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les CAF. Nous avons de plus en plus de caisses d'allocation familiale aussi, qui sont extrêmement... se rendent compte qu'en fait, on rend un service que eux ne peuvent pas rendre. Le service public ne peut pas tout faire. Nous, on est là pour soutenir ces familles dans le quotidien. Aujourd'hui, l'État peut pas aller jusque-là. Et donc, eux nous soutiennent là-dedans parce qu'ils voient qu'il y a un véritable effet sur le bien-être, sur la sortie de la solitude, comme je vous disais, sur des dossiers qui sont mieux ficelés, sur des structures qui sont le choix de structures plus adaptées, etc. Puisque tout ça, c'est avec des bénévoles qui vont conseiller les familles. Eh bien, tout le monde est gagnant. Donc, on est soutenu comme ça. Et puis après, on a beaucoup de particuliers aussi qui nous soutiennent. Ça, c'est la communauté Tombé d'Uni. Ça, c'est Clotilde Noël qui a... Enfin, j'ai envie de dire Clotilde et Nicolas. Clotilde c'est elle qui gérait les réseaux, mais enfin, c'est le couple Clotilde et Nicolas qui ont touché, qui ont fait un réseau, qui ont eu un réseau énorme. Et ce réseau, nous soutient parce que ils voient ce qui s'y passe. On témoigne beaucoup des histoires des familles, des enfants, des bénévoles, et ils sont touchés. Et donc, effectivement, on perçoit pas mal de financement par les particuliers. Et on en a besoin. Et enfin, on a des fondations. Et alors, on a les fondations qui ont cru en nous au tout début. Et Thomas, c'est
là où tu travailles. C'est le Fonds du bien commun. Je pense que le Fonds du bien commun, c'est eux qui ont cru au projet de Clotilde. C'est Clotilde d'ailleurs qui était à la manœuvre, puisque moi, je n'étais pas encore là. Et le Fonds du bien commun a donné à Clotilde les moyens de lancer donc ce réseau et donc l'application Le Cœur du Nid, puisque je l'ai pas dit, mais ce réseau, il repose sur une application, parce que sinon on serait bien incapable de pouvoir recevoir 500 familles et notre objectif est quand même bien au-delà de ça. Donc lancer l'application, mais surtout mon embauche. Et c'est le Fonds du bien commun a donné les moyens de pouvoir m'employer en disant il faut quelqu'un, un salarié qui puisse se consacrer complètement à ce projet. Au quotidien. Au quotidien. Je clarifie juste un petit point pour ceux qui nous écoutent. Le Fonds du bien commun, du coup, c'est une structure philanthropique, c'est un fonds de dotation qui a pour vocation à financer un paquet d'assauts dont Tombé du Nid fait partie, et tant mieux. Et à côté, il y a un autre fonds qui s'appelle la Nuit du bien commun. Les deux sont totalement indépendants. Pour clarifier ton point, parce que du coup, je travaille pas au fond, mais moi, je travaille pour la Nuit du bien commun. Et la Nuit du bien commun a la vocation, pour le coup, à mais à financer des associations qui sont retenues, sélectionnées au travers d'un processus rigoureux en local par des comités de soutien. Un comité de soutien, c'est en fait composé de patrons d'entreprises, de PME, de TI, de philanthropes aussi. Et dans chaque ville où la Nuit du bien commun est présente, ce comité de soutien, il est indépendant. Et donc, là où moi, je vois aussi la puissance de Tombé du Nid, c'est que vous avez candidaté dans plusieurs villes. Et donc, plusieurs fois, vous avez réussi à montrer la pertinence du projet, à convaincre ce comité de soutien qui, d'une ville à l'autre, en fait, tu recommences à zéro. Et il faut convaincre, il faut réussir à embarquer, il faut donner ta confiance, mais il faut qu'ils accordent la leur. Et une fois qu'ils ont accordé la leur, tu te retrouves sur scène et là, tu découvres le public dans plein de régions. Je pense à Rouen où on était il y a pas longtemps tous les deux. Convaincre aujourd'hui, ça te paraît simple? Toi, il y a plusieurs mots qui me touchent depuis. T'as toujours cette j'ai envie de dire séparation, c'est pas exactement le bon mot, mais on sent bien que il y a l'histoire des Noëls, il y a l'aventure Tombé du Nid qui t'a touché, mais t'es pas directement concerné non plus. Comment t'arrives à convaincre justement ces comités de soutien, ces fondations, c'est tout le monde de la philanthropie, chez qui tu dois aller chercher ces financements pour continuer à déployer Tombé du Nid, sans, si tu m'autorises le terme, sans une forme de syndrome de l'imposteur, de dire en fait je suis pas passé par là. Alors je sais pas si j'arrive à aller à tous les convaincre, certainement pas. Mais en fait, je le sens. Il y a peut-être un truc que je peux partager, c'est depuis que je suis chez Tombé du Nid, j'ai l'impression d'avoir un cœur qui a quadruplé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai l'impression de toucher la fragilité, mais dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire la fragilité, l'humain. Et donc, je sais que c'est ça qui m'anime. Et c'est pas parce qu'on est parents d'enfants porteurs de handicap ou pas. Moi, je ne le suis pas, mais en entendant, en les écoutant, avec un vrai partage, ils m'ont touchée. C'est-à-dire que j'ai envie de les sortir. Mais bon, c'est comme les maraudes. Lundi dernier, j'étais en maraude. J'ai encore des paroles de ces SDF qui sont dans la rue, qui m'ont marquée. Et je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. Alors je pense que je suis devenue beaucoup plus sensible. Je pense que ça s'est pas fait d'un coup, Tombé du Nid. Même si au début je le racontais comme ça, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais c'est, je pense, un cœur qui s'ouvre petit à petit. Et là aujourd'hui, c'est peut-être un peu too much, parce qu'en fait je suis devenue peut-être beaucoup plus sensible. Et puis en fait la futilité aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Et j'ai l'impression d'être un peu avec ces gens. J'apporte ma petite part, voilà. Mais ça aurait pu être sans doute une autre cause, même si le handicap, ça faisait très longtemps que il me touchait. Je refaisais un peu l'histoire chez BNP, parce que je travaillais 25 ans donc chez BNP Paribas avant de rejoindre Tombé du Nid. Et tu faisais quoi là-bas? Alors, depuis 15 ans. J'ai la réponse qu'on s'est croisés là-bas. Ouais. Depuis 15 ans, j'étais dans les ressources humaines. Okay. Avant, j'étais dans la partie finance. J'étais chargée d'affaires entreprises. Oh là, j'ai fait de la réglementation bancaire, du contrôle de gestion et tout ça. Et déjà là, j'avais envie de partir dans l'humain. Et BNP m'a permis de bifurquer complètement de voie. Donc, j'ai déjà fait un gros changement au sein de BNP en partant de la partie, en étant contrôleur de gestion et en allant dans les ressources humaines au départ, dans la partie rémunération. Je restais pas trop loin des chiffres.
J'étais responsable des rémunérations du réseau France. Là, j'ai continué mon parcours dans les ressources humaines, mais j'ai un peu quitté les chiffres et je suis partie dans du projet. Et après, j'ai fait pendant 10 ans, j'ai fait des projets, j'ai mené des projets ressources humaines extrêmement divers dans plein d'environnements différents. Mais il y a eu plein de fois où je me disais, tiens, là, c'est marrant, j'avais choisi un prestataire pour un film d'animation qui n'employait que des sourds. Là, tiens, c'est marrant, ouverture Café Joyeux. Moi, première chose que je fais, j'emmène mon équipe déjeuner au Café Joyeux. Et après, je mets du Café Joyeux partout là où je peux, dans tous les bureaux. Voilà, s'il fallait faire venir un traiteur, c'était un ESAT. S'il fallait faire travailler sur un sujet, c'était souvent un sujet autour du handicap. Je ne sais pas pourquoi. Et à ce moment-là, tu te dis pas, un jour, je vais bifurquer, je vais faire ça. Pas du tout. J'étais bien chez BNP. T'es bien. Je m'éclate. J'ai des projets qui sont de plus en plus intéressants. Les derniers, c'était pas des projets faciles, dans une filiale de BNP qui est internationale. On a vécu une fusion de la filiale avec la SA. Enfin, c'était un truc très technique où il y avait des parcours sociaux à négocier avec une quinzaine de pays. Enfin, des trucs vraiment, c'était chouette. Je m'éclatais. Ouais, je m'éclatais vraiment et puis ça se passait bien. J'avais un DRH qui était aussi incroyable. Enfin voilà, vraiment j'étais heureuse. Qu'est-ce qui a fait la bascule, le clic final? 22 janvier 2022. Hyper précis. Ouais, parce que ça, je crois que je m'en rappellerai. Je suis dans le canapé avec mon mari. Je suis sur Insta, comme voilà. C'était d'ailleurs pas tout à fait bien d'être avec son mari, d'être sur Insta, mais enfin voilà. En l'occurrence, c'était le cas. Et donc, je regarde, je passe le fil, et là, je vois Tomber du nid, que je suivais depuis que j'avais lu le livre pendant le confinement. Avec, parmi les 15 bouquins que j'avais lus, il y avait celui-là. J'avais suivi, donc je suivais sur Insta, mais sans vraiment regarder. Et là, il y a écrit « Recherche directeur opérationnel ». Alors, il n'y aurait pas eu le mot « opérationnel », je pense que je l'aurais même pas regardé. Parce que directeur, moi, je ne cherche pas un positionnement. Ce que je recherche, en revanche, opérationnel, je me disais, tiens, c'est marrant, être quelque chose d'opérationnel au sein d'une association, ça me parle. Moi, j'aime bien mettre le main dans le cambouis et faire. Et donc, j'ouvre ce truc, je lis l'émission, et je dis à mon mari, mais en fait, mais j'en rêve de faire un truc pareil. Et donc, il me regarde, il me dit, pourquoi pas? Je pense qu'il n'y croyait pas une seconde. C'est vrai. Non. Le soir même, parce que vous savez, chez BNP, on change tous les 2-3 ans de poste. Donc, mon CV était à peu près prêt. Je crois que j'ai dû mettre à jour 2 lignes et j'envoie mon CV. Ce soir-là, à 23h. Coup de tête. Je pense que j'ai même pas pris vraiment le temps de faire une lettre. Désolée à Clotilde si elle m'entend, parce que j'ai envoyé mon CV. J'ai dit, après tout, peut-être que si je les intéresse, pourquoi pas. Et je reviens 2 secondes à ce moment-là. T'es chez BNP, t'as une belle carrière, donc j'imagine que t'as un bon salaire. Je sais pas du tout si à la fiche de poste, si le salaire est un peu mentionné, mais j'imagine que dans tous les cas, en termes de progression, c'est pas l'échelon d'au-dessus, quoi. Salarial. Ouais. En termes de responsabilité, oui. Mais en salarial, non. Mais là, je me pose pas cette question-là. Ouais, à ce moment-là, je me pose pas du tout. C'est le coup de cœur. Exactement. Et le coup de cœur, il va avoir aussi lieu 10 jours plus tard, quand je vais aller chez les Noël et que je vais rencontrer Clotilde et Nicolas. Donc, entretien. J'ai envie de dire, vu de ta casquette RH, tu pars faire un entretien. Ouais. Au moment où tu montes dans ta voiture, tu pars vivre faire un entretien. Et en fait, c'est une rencontre. C'est pas un entretien. Et ça peut pas être autre chose qu'une rencontre. C'est est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble? Est-ce qu'ils vont pouvoir... Enfin, eux, je pense que la question, c'était est-ce qu'on peut faire confiance à une fille qui travaille depuis 25 ans chez BNP dans un grand groupe bien au chaud, qui a son salaire, qui se demande pas comment elle va être payée à la fin du mois. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Oui, en plus, à ce moment-là, ils savent aussi que dans ta vie, tu as déjà un peu dit que tu n'avais pas forcément d'enfants handicapés ou que tu n'avais pas eu de contact direct. Exactement. Oui, donc si on se met 2 secondes de leur côté, tu es sûrement un profil pertinent et en même temps, il doit y avoir 2000 questions à côté, quoi. Ouais, exactement. Mais en fait, ces questions-là, je pense que d'un côté comme de l'autre, on est parti en confiance sans se poser trop de questions. On s'en serait posé beaucoup, je pense qu'on n'y serait peut-être pas arrivé. Moi, je les ai rencontrés, j'ai dit, ces gens-là, ils sont inspirants. Et ce qui m'a plu chez Clotilde, notamment, c'était son côté un peu fou, un peu plein de projets, hyper créatif.
Elle avait, on allait changer le monde ensemble, en fait. Et je pense que chez BNP, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un peu cassé des murs, j'ai pu faire beaucoup de choses, mais quand même, dans une grande structure, comme ça, on n'est pas complètement libre de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Et là, je sentais qu'avec elle, j'aurais pas de limite. Et c'est un peu un coup de folie, parce qu'on se dit, bon, allez, génial, on va le faire. Elle y croit. Donc, si elle y croit, on va y aller. Vrai, et puis à côté, il y avait Nicolas qui carré, très structuré, très organisé. Je me suis dit, bon, avec le couple, ça va être super. On va arriver à faire des choses chouettes. Et donc voilà, 22 janvier et 2 février, c'est bon. Je leur dis, je suis OK pour venir. Par contre, vous allez m'attendre un petit peu parce que je voulais quand même finir. Je voulais vraiment faire les choses correctement vis-à-vis de BNP. Et la fusion, et un plan de départ volontaire à gérer aussi. Enfin voilà, se finissait en septembre. J'ai dit, j'arrive en septembre. Et ils ont attendu. Un bon 6 mois à peu près. Voilà. Et je leur ai dit, par contre, je suis disponible pendant ces 6 mois pour commencer en parallèle. Bon, alors ça c'était plus que commencer parce qu'évidemment, pendant ce temps-là, en fait, on a développé l'application. Clotilde avait commencé, mais il y avait encore beaucoup de choses à faire dedans. Et puis le parcours, et puis tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir ouvrir. Donc le 18 juin, au bénévole, vous voyez, j'étais même pas dedans encore. Le 18 juin, on lance le truc, je suis même pas encore dedans. Mais ça, Clotilde, on l'arrête pas. Et elle avait raison, parce qu'elle, ça faisait longtemps qu'elle avait le projet. Moi, j'arrivais, je débarquais, mais je crois qu'on s'est bien trouvé. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas eu peur non plus. Enfin, voilà, je me suis dit, allez, de toute manière, c'est que du bon, on y va, on verra bien, ça va passer. Et puis, je suis arrivée début septembre à plein temps, et on a fait vraiment le lancement officiel le 20 septembre. Enfin, voilà, donc ça a été hyper rapide. Alors, j'ai eu aussi une grande chance. C'est-à-dire que BNP, lorsque j'ai annoncé mon départ, il y a eu de la surprise sans tant de surprise que ça. Bien sûr, une surprise parce que personne ne s'attendait à ce que je parte. Mais par contre, quand je leur ai raconté le projet, ils m'ont dit finalement, ça ne nous étonne pas. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit finalement, il y a une espèce de cohérence qui se crée. Mais tu vois, c'est pas conscientisé à ce moment-là. C'est aujourd'hui, avec le recul, que je le vois. Je pense qu'en fait, il y a plein de petits jalons qui se posaient sur mon chemin, mais que je ne voyais pas, et qui, le 22 janvier, a fait que j'étais prête à me lancer dans le bain. Mais après, il y a quelqu'un d'autre qui doit être important dans l'histoire. C'est mon mari et mes enfants. C'est ce que j'allais dire. Comment eux, ils ont réagi le moment où le 2 février, tu reviens en mode... Je reviens. Ouais. C'est vrai, en fait, je vais tout plaquer. Alors, ça s'est pas fait tout à fait comme ça. Le vendredi, vendredi soir, après avoir rencontré donc Clotilde et Nicolas, je suis en voiture avec mon mari et je lui déballe ce rendez-vous en disant, mais dingue, c'est incroyable, machin. Enfin voilà, emballé. Et puis au bout d'une heure, je dis, mais en fait, il y a quand même une question financière. Parce que je vais pas te payer la même chose que ce que je suis payée aujourd'hui chez BNP. Et puis autant te dire, en termes d'évolution, je pense de salaire en tout cas, c'est sûr que j'aurais pas du tout la même chose que chez BNP. Donc quelque part, il y a un stop financier. Et donc, mais c'est vraiment ça que je lui pose. Je lui pose pas finalement trop d'autres questions sur est-ce que tu penses que c'est bien que je parte là-dedans et tout. Non, mais je dis voilà. Ta conviction, elle est faite sur le job. Maintenant, c'est le raisonnement, j'allais dire, le raisonnement mathématique, des besoins de la famille, de là où vous en êtes. Exactement. On venait d'acheter une maison. Enfin voilà. Donc non, c'était pas neutre financièrement. Et là, il me regarde et il me dit, mais Delphine, tu t'es écoutée depuis 1 heure. Tu l'as fait ton choix. Je pense que c'est la plus belle preuve d'amour qui m'est faite, de me faire confiance et de dire, t'inquiète pas, on se débrouillera, on verra bien. Fait. La deuxième chose, c'est mon fils, Baudouin, qui, quand je suis le week-end, donc je lui en parle. Quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, il a 20 ans. Et je lui dis, 19 ans. Pardon. Et quand je lui ai dit, il me dit, mais maman, vas-y, fonce. À 50 ans, il faut que tu fasses ce que tu aimes. Si c'est pas... Et t'inquiète pas, nous, on se débrouillera. On va travailler, on va faire ce qu'il faut, on va être moins à votre charge. Mais vas-y, fais-le. Et ça m'a rappelé, tu vois, c'est une belle preuve de maturité. Hein. Ouais. Et ça m'a rappelé même ce qu'il me disait, tu vois, dans le bus en venant, je repensais un peu à tout ça. Et je me dis, tiens, c'est marrant parce qu'en 3e, Baudouin m'avait sorti, moi, maman,
je vais être un avocat d'affaires et je gagnerai beaucoup d'argent pendant la moitié de ma carrière. Et l'autre moitié, je m'occuperai des pauvres. Et je me suis dit, finalement, quand il m'a sorti « Maman, fais ce que tu veux à 50 ans », il est très cohérent, ce garçon. Soit faux. Voilà. J'ai vu Baudouin. Bah ouais. Et puis, en parlant de mes enfants, c'est vrai qu'il y a aussi... moi, Constance, ma fille aînée, donc, qui a aujourd'hui 24 ans, qui, pendant le confinement, a une vraie réflexion sur sa cohérence de vie. Tu vois, l'autre jour, on me disait, qui t'a inspiré dans ta vie ? C'est dingue d'être inspirée par ses enfants. Mais je crois que c'est... ma fille m'a aussi beaucoup inspirée dans la façon dont elle a commencé à mener sa vie à partir de... Donc en 2020, elle a 20 ans, hein, les 2000. Elle pose ses choix en disant « Je dois avoir une cohérence de vie. Aujourd'hui, j'ai des amis, je fais des choses avec des amis, mais en même temps, j'ai des choses dans le cœur et qui sont pas forcément cohérentes. » Et elle a fait, pendant le temps du confinement, elle a décidé de changer d'orientation. Elle est partie de éco à psycho, future psychologue. Elle a pris des engagements. Elle a fait c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais un peu du tri dans ses amis, en disant, moi, je vais garder les amis qui vont m'élever et pas des amis, finalement, qui m'apportent rien. Et elle a unifié sa vie. Et finalement, moi, j'ai l'impression d'avoir fait aussi un peu ça avec Tomber du nid. En disant, alors je suis loin d'être parfaite. Et c'est vrai que de travailler dans une association comme ça, on attend de nous d'être des gens parfaits dans la vie. Non, j'ai tous mes défauts, j'ai un caractère de cochon, j'ai plein de choses qui vont pas, mais avec toujours quand même cette envie de bien faire et d'être en cohérence entre la façon de manager, la façon d'être avec les gens qui m'entourent, avec mes amis, on n'est pas différents, famille et dans le boulot. Et puis évidemment avec ce qui m'anime. Et c'est vrai, comme tu dis, je pense qu'il y avait quelque chose qui se préparait, le handicap. Alors pourquoi le handicap ? Je sais pas. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment ce sentiment d'une cohérence. Et voilà, et je remercie, c'est vrai, ma fille, parce que je crois qu'elle m'a énormément fait grandir aussi là-dedans. Franchement, c'est hyper touchant à entendre. C'est vrai. Ouais, je trouve que on regarde souvent des modèles qui sont devant nous. Avec Tomber du nid, on parle depuis tout à l'heure quand même aussi de cette notion de parentalité où tu as des enfants, certes avec cette difficulté du handicap, mais je trouve ça hyper beau aussi que toi, en tant que maman, tu puisses aussi dire, mais en fait, quand je regarde mes enfants, je m'élève, ils me poussent et ils me font avancer. Je trouve ça hyper chouette que cet élan-là qui est présent, il te donne envie de te redonner à d'autres, plutôt que de te dire, en fait, ils sont bien, mes enfants, je suis fier du boulot accompli, puis, et entre guillemets, je m'arrête là et ce serait ok, ce serait déjà bien. Mais non, il y a une énergie qui passe et t'as envie de la redonner derrière et je trouve ça vraiment chouette. Et est-ce que aujourd'hui, tu croises un peu des gens, moi, j'ai le sentiment d'avoir de plus en plus qui ont un peu ton profil, c'est-à-dire qui ont eu une belle aventure professionnelle, dont ils sont heureux, épanouis, et qui ont fait une bascule comme ça. T'en croises un peu ? Pas tant que ça. Et c'est ça que j'aimerais bien inspirer. Et quand j'avais chez BNP, je sais que j'ai des collègues qui me disent quand même, c'est osé, et ça donne envie. J'aimerais bien qu'il y en ait quelques-uns qui franchissent le pas, parce qu'on se dit toujours, mais non, mais j'en serais pas capable. C'est vrai de passer d'un groupe de plus de 100 000 collaborateurs à une association où aujourd'hui on est 9. Mais enfin bon, pendant quelques longs mois, j'ai été seule avec Clotilde. Mais on n'était même pas dans le même bureau. C'est sûr que c'est pas simple. C'est un autre paradigme, mais on en est capable. Moi, je pense que tout ce que j'ai vécu pendant les 25 ans, qu'est-ce que c'était ? J'ai appris. J'ai eu des échecs, j'ai eu des succès. Voilà, mes difficultés, mon parcours, j'ai appris des tonnes de trucs. J'étais ouverte toujours au fait à faire aussi des choses différentes. Donc ça m'a aidée, hein. Mais donc aujourd'hui, c'est vrai que je sais lire un bilan, je sais communiquer. J'avais même créé une application chez BNP. Donc c'est pas des choses que j'ai vraiment découvert chez Tomber du nid. Je pense que c'est juste appliqué à autre chose. Mais voilà, j'avais appris plein de choses. J'en avais pas forcément conscience parce que voilà, je suivais mon petit parcours et puis je faisais des choses nouvelles. Mais c'est une fois qu'arrivé chez Tomber du nid, je me dis, ah oui, donc, le spectre est là, parce qu'il faut être couteau suisse quand on est directeur d'association. C'est quoi ta journée type ? Oh là là, mon pauvre, je suis bien incapable. C'est du temps pour l'équipe, du temps d'écoute, du temps de
pour animer tout ça. C'est du temps pour rencontrer, pour convaincre, comme tu disais, puisqu'il y a quand même toute la levée de fonds. C'est du temps pour structurer. C'est du temps... c'est des moments comme ça, là, où on fait un podcast. Et puis tout à l'heure, il va falloir que j'aille retrouver ma petite chargée de com pour aller s'occuper des publications du week-end et de la semaine prochaine. Et puis, voilà, en fait, non, il n'y a pas de journée type, mais c'est vraiment le couteau suisse. Et puis, c'est des relations à créer avec l'équipe, avec le conseil d'administration. On a aussi, voilà... Tu les vois à quelle fréquence ? Le président, on travaille beaucoup ensemble. Se voir, on travaille beaucoup à distance quand même, notamment avec l'équipe, parce que moi j'ai des responsables régions qui travaillent en région, mais voilà, qui sont formidables d'ailleurs et qui font grandir ce beau réseau. Et voilà, donc on fait beaucoup de rencontres. Je prends un temps pour chacune toutes les semaines. On a des temps d'équipe. C'est que des filles ? Ben oui, bienvenue les garçons, mais. Tu rigoles, j'ai le même problème. Ouais. Moi, j'ai un gars dans mon équipe sur 11. Ouais. Ça fait 2 avec moi. Je me fais régulièrement engueuler quand on fait des offres de stage ou même d'emploi, quoi. Ouais. Je n'ai des garçons dans l'équipe. Je n'ai pas eu un seul CV de garçon pour les dernières. Alors oui, je l'explique. Je l'explique parce qu'en fait, on a fait notamment pour les responsables régions. Je me suis mise un peu à la place de ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais mère de famille, okay. C'est-à-dire avoir du temps pour mes enfants et avoir un poste qui me plaisait. Et alors, moi, je l'ai eu pour moitié quand même. J'avais pas forcément toutes les vacances, comme ce qu'on a. Aujourd'hui, elles ont quand même beaucoup de vacances scolaires. Moi, j'avais peut-être pas toutes ces vacances, mais par contre, j'avais demandé à BNP de pouvoir sortir tous les soirs à 4 heures pour aller chercher mes enfants à l'école. Et pendant 10 ans, je suis allée chercher mes enfants à l'école. Et ça n'a pas de prix. Alors, même avec des responsabilités, même en management, j'ai eu des managers qui m'ont fait confiance. Et franchement, je les remercie vraiment. Annick Verdier, je sais pas si un jour elle écoutera ce message, mais voilà, ils m'ont donné quand même des beaux postes avec cette contrainte horaire. Et j'ai dit, moi, je veux faire c'est un cadeau que j'ai eu et j'ai envie que ce soit la même chose pour mes responsables régions. Donc, en fait, elles sont sur 4 jours et elles travaillent 24 heures. Et donc, elles peuvent aller chercher leurs enfants à la sortie de l'école. Elles ont leur mercredi et des vacances. Et donc, tu as conçu la fiche de poste dès le départ, quand on lisait la fiche de poste, une maman qui a envie d'être dans cet état d'esprit, et je rentre pas dans le débat, les hommes, les filles, est-ce que c'est discriminant ou pas, mais les mamans qui avaient cette opportunité, il n'y a pas beaucoup de jobs en vrai quand tu regardes les fiches de poste, où cette opportunité, si tu veux le vivre, tu peux. Alors, moi, je mettais mi-temps. Mais ça suffit, en fait. Mi-temps, ça fait c'est un truc où je vais pouvoir faire... Et après, quand j'annonce ça, en général, elles sont super contentes. Enfin, c'est même plus qu'en général. Et résultat, j'ai atteint des profils de dingue. Parce qu'en fait, elles ont toutes fait... Alors, il y en a beaucoup qui ont été comme moi. C'est-à-dire qu'elles ne cherchaient pas de job et elles ont été touchées par la mission et par le... Et des filles qui ont toutes des parcours mais tellement différents. Alors c'est pas facile parce que j'ai une ancienne architecte, une metteur en scène, j'ai une directrice de crèche. Vous voyez, désolée, je vais pas faire tout le parcours de chacune, mais en fait elles ont toutes des profils différents, donc forcément une histoire différente et tout ça. Mais elles se retrouvent toutes dans la cause. Elles ont toutes envie d'avoir un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. En même temps, elles sont prêtes quand même à se donner plus que ce qu'il ne faut. C'est clair, parce que une fois qu'on est là-dedans, dans une cause comme ça, on a envie de se dépasser. Et je crois qu'on est toutes dans cet état d'esprit-là. Donc voilà, et elles apportent toutes un talent. Au-delà de leur fiche de poste, elles font toutes quelque chose en plus, mais parce que... C'est intéressant dans la RH que tu as été. Est-ce qu'il y a des trucs, cette variété de profils, ce fait d'avoir des actions qui sont hors fiche de poste, c'est quelque chose que tu vivais déjà un peu à l'époque, ou il y a un peu une forme de révolution dans la manière de regarder? Chez BNP, on choisissait pas vraiment nos profils. Enfin, c'était globalement des gens qui venaient, on faisait beaucoup de mobilité interne, donc on avait tous quand même des profils un peu similaires. On était un peu dans un bocal quand même s'il était gros le bocal, il était quand même, on était dans un bocal. Mais en revanche,
peut-être parce que aussi j'ai fait de l'accompagnement avec de talents, de senior managers. Je voyais bien quand même que quand on avait des façons de penser différentes, ou quand j'étais avec des prestataires, et Thomas, t'as été un de mes prestataires, donc tu vois, et qui pensaient un peu différemment, ça apportait de la richesse. Là, je m'autorise tout parce qu'en fait, tout profil, je demande pas quelconque diplôme, juste un bac plus 3 parce qu'il faut avoir quand même la tête à peu près bien, enfin voilà, savoir un peu utiliser quelques outils, et voilà. Mais je ne demande pas un diplôme, je demande du savoir-être. Je vais aller chercher ce qui anime. Comment tu vérifies le savoir-être dans une rencontre, dans un entretien? C'est un pari, hein. Tout recrutement, c'est un pari, mais tu le sens ou tu le sens pas. Parfois, tu sens vraiment pas ou tu sens pas. Enfin voilà, on dit quand il y a doute, il y a pas de doute. Mais bon, après, ça veut pas dire qu'on se trompe pas. Mais en revanche, voilà, à chaque fois, là, j'ai eu une belle rencontre avec chacune. Et pour revenir à ton sujet, j'ai eu effectivement sur les autres postes des hommes, mais ils voulaient 2 postes. Hein, parce que 2 mi-temps, ça faisait un plein temps. Bien joué. Donc là, j'ai dit, pas non. Mais voilà. Et donc, chaque rencontre que j'ai pu faire avec chacune m'a montré que ça pouvait être une vraie petite pépite pour tomber du nid. Mais après, enfin voilà, c'est jamais sûr. Le recrutement est quelque chose on le sait, hein, qui est très difficile. Mais pour le moment, ça se passe plutôt très bien. C'est chouette d'entendre en tout cas ça. Ah bon. C'est quoi tes rêves là ou les projets pour tomber du nid pour les années les mois ou les années qui arrivent? Alors déjà, on a un plan ambitieux, hein, parce que on veut ouvrir 3 régions par an. Là, 3 régions en 2025. Qu'est-ce qui est ouvert là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, tout l'est de l'Auvergne-Rhône-Alpes. On a Pays de la Loire et Hauts-de-France. Septembre 2024, nous avons ouvert, grâce à la Nuit du Bien Commun, Rouen et Marseille, la Normandie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et 2025, nous allons, comme à la Nuit du Bien Commun de Rennes, nous allons ouvrir la Bretagne. Nous allons aussi à Dijon pour ouvrir à la Bourgogne-Franche-Comté. Et malheureusement, on n'a pas été retenu pour Bordeaux, donc tu vois, on réussit pas toujours. Parfois, on convainc pas. Et voilà. Et ça vous montre à quel point les comités de source sont indépendants. Exactement. Et on a la Nouvelle-Aquitaine, c'est quoi le budget de tomber du nid à l'année? Là, en 2024, c'est 430 000. Mais évidemment, je m'attendais à plus. Ouais. Mais évidemment, ça va en augmentant avec l'arrivée de nouvelles régions, donc l'arrivée de nouvelles responsables régions. On est aussi très accompagné dans notre développement parce que vous voyez, il y a une stratégie d'ouverture de 3 régions par an, encore 3 en 2026, et puis après les 4. On va avoir donc toutes les régions seront ouvertes, mais par contre il y aura des régions qui seront ouvertes qu'à moitié, parce que les grosses régions comme Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, il faut 2 coordinateurs, et donc en 2027 on compte effectivement. C'est comme ça que tu vas avoir des gains, hein, parce que ça va faire 2 mi-temps. Pourquoi pas? On est accompagné notamment par dans ce développement extrêmement important par la Fondation Bettencourt. Ça, c'est un nouvel acteur qui vient de nous rejoindre. Et là, pas tant sur le financement. À t'entendre, tu as quand même une vraie variété d'acteurs. Vous ne reposez pas sur un seul acteur de dons, entre les dons des particuliers, les soirées comme la Nuit du Bien Commun, les fondations. Il y a vraiment une belle palette. On a une très belle palette. C'est ça qui fait, enfin, voilà, le modèle économique, moi, je crois qu'on l'a. Et il va petit à petit se structurer. La Fondation Bettencourt croit en notre projet, et ce que j'ai énormément apprécié dans leur approche, c'est de dire, Delphine, de quoi tu as besoin pour réussir? C'était pas, on va te financer l'ouverture de XY région. Non, c'était de quoi tu as besoin pour réussir. Et donc là, j'ai pu donner mes besoins, qu'ils soient en outils, en ressources humaines, et ils m'ont donné ces moyens-là sur 3 ans. Donc aujourd'hui, c'est mon rêve, c'est que tout ça se réalise dans une belle dynamique. On accueille de plus en plus de familles, de plus en plus de bénévoles, parce que je suis maintenant, je suis en capacité de dire, on n'agit pas que auprès des familles.
on agit aussi auprès des bénévoles. Mais vous imaginez pas, il y a des bénévoles qui nous font des témoignages, ça change leur vie. Ces petites heures qu'ils vont passer avec un enfant toutes les semaines, une vraie relation qui va se créer. Et on a des bénévoles qui nous disent, mais c'est incroyable ce que je suis en train de vivre avec cette famille, avec ses parents. Il y a même l'enfant va partir dans une structure, donc elle va plus pouvoir s'en occuper. Elle en pleurait à une réunion bénévole. Donc, vous voyez, il y a vraiment des belles choses qui se passent. C'est aussi pour ceux on dit qu'il y a du bonheur à donner. Donc voilà, donc on le fait aussi pour les bénévoles. Donc moi, voilà, mon rêve, c'est qu'on puisse accueillir toutes les familles qui en ont besoin, qu'elles nous connaissent. Et ça, si tous ceux qui nous écoutent connaissent des familles qui ont des enfants porteurs d'un handicap, parler de nous. Alors évidemment, pour les régions ouvertes, et puis pour celles qui ne sont pas ouvertes, ça viendra dans les 2 ou 3 ans. Et puis surtout que ça vive toujours dans 10 ans, et dans 15 ans, et dans 20 ans, et sans moi. Parce qu'évidemment, moi, à un moment, je serai plus là. Évidemment. Cette association ne m'appartient pas. Je suis là que pour un temps. Je la développe. Je ne sais pas le temps que ce sera. Il y a un moment où il faut aussi savoir lâcher. Il y a des gens inspirants. Je pense à Loïc Louisetto, par exemple, de Lazare, qui a su lâcher à un moment où ça allait très bien. Moi aussi, peut-être que ce sera. Et ce moment-là, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera. Et que ça continue à perdurer bien au-delà avec encore de belles personnes. Et... Fais attention, Loïc, il a fini sous-préfet. Et moi, présidente. Non, j'en voudrais pas, même si on me payait. Non. Okay, c'est des beaux projets. Si je suis une famille dans une région qui est pas ouverte, et je t'entends là, qu'est-ce que je peux... Je peux faire déjà quelque chose avec Tombé du Nid, ou... Tant que c'est pas ouvert, c'est quand même compliqué. Alors aujourd'hui, on peut pas accueillir toutes les familles de toute la France, mais c'est notre objectif. C'est un petit peu tôt pour en parler, mais on essaie de mettre quelque chose en place. Je vais rester très vague encore pour pouvoir accueillir toutes les familles de France dans un espace au moins où elles pourront déjà commencer à se rencontrer et à se partager des astuces. Donc, on n'est pas encore un bénévole qui va aider une famille, mais notre objectif, ce serait déjà qu'elle puisse rentrer dans le cœur du nid. Le cœur du nid, c'est le nom de l'application. C'est le nom de l'application, c'est le nom du réseau, c'est ce qu'on développe. Et pour que déjà, elle puisse, avant même d'avoir des bénévoles, une responsable ou un responsable région qui va développer le réseau, déjà qu'elle puisse s'inscrire dans l'application et faire des rencontres avec d'autres familles qui habitent à proximité. Donc, même si Tombé du Nid n'est pas développé dans ma région ou là où je suis, je peux déjà rentrer dans le cœur du nid. Mais tu vas pouvoir. Je vais pouvoir rentrer dans le cœur du nid. Voilà, c'est ce qu'on va travailler là début 2025. Promesse, ouais, on a envie on peut pas aller plus vite. Enfin, je veux dire, déjà, ouvrir 3 régions par an, c'est déjà ambitieux. Tu mets ça dans une entreprise, c'est une croissance magnifique. Ouais, c'est ça. Donc, on y croit. Il y en a qui voudraient qu'on aille encore plus vite. Mais avec de l'argent, on peut pas tout faire. Non, c'est pas vrai. Il faut des talents, du temps. Il faut des talents, du temps. Et il faut aussi se structurer, accompagner. Là, j'ai 3 nouvelles salariées qui sont arrivées en septembre. Ça demande de l'accompagnement, de la formation. On me dit, même si on me donne les moyens d'en avoir 6, non, je peux pas non plus, moi, toute seule, accompagner tout le monde. Donc, c'est déjà ambitieux. Mais par contre, moi, là, pour le coup, j'y crois. Je suis dans cette stratégie-là très, très, très confiante. Faut pas me faire aller plus loin, plus vite, pardon. Plus loin, ça va venir. Plus loin, ça c'est sûr, mais pas forcément plus vite. Mais quand je sens que quelque chose peut encore être fait dans un timing le plus rapproché possible, on le fait. Et c'est ça qui est génial au sein de Tombé du Nid, c'est que ce soit avec Clotilde qui m'a jamais freinée, mais même elle serait peut-être même encore allée plus loin parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition aussi pour Tombé du Nid. Moi, parfois, je la freinais un petit peu. C'était peut-être plus dans l'autre sens, mais bon, comme moi déjà, je vais assez vite, Et là, c'est pareil avec Jean-Luc, notre nouveau président, parce que Clotilde a quitté quand même la présidence en avril de Tombé du Nid. Chose aussi assez remarquable. On parlait de Loïc, mais on peut aussi parler de Clotilde, savoir... Oui, qui en plus, elle a fondé pour le coup l'association. Elle est fondatrice de l'association.
Et elle la quitte au moment où le projet est en train de partir, de se développer incroyablement. Et elle fait ce choix de dire, bon, bah moi, voilà, je passe maintenant le bébé ou le nid à quelqu'un en qui je crois. Elle a choisi, le nouveau président est allé le chercher. Et elle en est complètement sortie. Et en plus, je trouve qu'il y a 2 étapes assez fortes. D'abord, le fait d'avoir commencé à pousser une équipe avec une directrice qui, forcément, tu commences à lâcher des choses. Et puis, il y a une manière différente de travailler qui commence à s'installer. Puis ensuite, tu sors là. Donc, il y a l'opérationnel, puis il y a la gouvernance. Ouais, exactement. C'est très beau parce que je trouve que c'est aussi la pérennité des associations, savoir sortir à un moment où ça va bien, confier les rênes et laisser la chose s'envoler. Peut-être en plus qui fera des choses demain qu'elle n'aurait pas fait ou pas de la manière dont elle les aurait faites. Exactement. Mais c'est une belle confiance et l'histoire nous montre aujourd'hui que c'est peut-être nécessaire pour les fondateurs de partir quand ça va bien et même assez vite. En tout cas, elle l'a fait, elle l'a très bien fait, elle l'a préparé. Et aujourd'hui, Jean-Luc a pris les rênes. Et il y a, c'est sûr, forcément, c'est pas la même chose. Et pourtant, je suis pas sûre que des gens ont vu la différence entre avant, après. Bah, évidemment, la continuité du projet est là. La continuité du projet est là. Et puis, c'est pareil pour tout un chacun. Le jour où je partirai, le jour où les salariés partiront. Enfin, voilà, c'est la vie une association, c'est comme une entreprise, surtout quand on est des salariés. Après, il y a les bénévoles. Ça, c'est autre chose. Mais quand on y travaille, on est là pour un temps. Et voilà. Déterminé, oui. Peut-être qu'on ne connaît pas la fin, mais il est déterminé. Exactement. Merci Delphine pour cet échange, franchement, hyper sympathique. Ouais, j'ai pas envie de terminer sans passer un petit coucou à Caro et Guigui, je vais y arriver, qui sont des très bons copains. Que j'aime beaucoup, et qui ont adopté un petit Jean-Baptiste, qui porte Trisomie 21, et que j'ai vraiment envie de profondément embrasser à la fin de cet épisode, et qui œuvrent, sont bénévoles et profitent du Cœur du Nid, donc... écoute, ça me fait. Je ne savais pas que tu les connaissais. Caro est celle avec qui on a vraiment travaillé des heures et des heures pendant tout ce temps avant que j'arrive, le temps où on a créé l'application. Et ça a été une formidable aventure. Et elle est toujours bénévole au sein de Tombée du Nid. Tu veux une anecdote? Non, vas-y. C'est ma témoin de mariage. J'ai entre autres contribué à leur permettre de se rencontrer. Du coup, j'ai passé la journée la plus seule de ma vie. Parce que le jour où ils se sont rencontrés, ça a été un flash. J'ai du coup littéralement disparu entre 2 potes. Excellent. C'est super. Bravo, comme quoi. Très belle histoire. On les embrasse très fort. Merci Delphine d'être venue jusqu'ici. Merci Thomas. Et puis, on se retrouve à Rennes pour la prochaine édition de la Nuit du Bien commun. Ah oui. Merci beaucoup en tout cas. Merci chers amis de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle rencontre. Bonne journée. Merci d'avoir suivi cet échange. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.